Alors, ce chapitre traite des politiques financières de l'entreprise. Dans ce chapitre, la seule section qui sera à l'étude, c'est la section 7.1. Donc, il faut lire les diapos qui font la synthèse des points à retenir de cette section et faire les problèmes du manuel 1, 2, 3 et 4. Alors, cette section, en fait, traite de la structure du capital de l'entreprise ou encore la structure financière de l'entreprise. C'est quoi la structure du capital? La structure du capital, c'est la combinaison de dettes et de fonds propres utilisés par l'entreprise pour financer ses opérations et sa croissance. Chaque entreprise a sa propre structure financière ou sa propre structure de capital. Chaque entreprise va utiliser des proportions particulières de dettes et de fonds propres, dépendamment de sa taille et dépendamment aussi de son secteur d'activité. Par exemple, les entreprises de services vont utiliser plus de fonds propres que de dettes dans leur structure de capital, alors que les entreprises manufacturières qui ont besoin plus de capital pour financer leurs équipements vont utiliser plus de dettes que de fonds propres. Donc en fait, l'analyse de la structure du capital d'une entreprise va essayer de répondre, entre autres, aux questions suivantes. Comment une entreprise finance-t-elle sa croissance? Dans quelle proportion doit-elle s'endetter? Donc ici, on parle du taux d'endettement. Et dans quelle proportion doit-elle émettre du capital d'action? Et ici, on parle de fonds propres. Alors, dans la théorie, il y a une approche ou un théorème qui était élaboré par les deux chercheurs Modigliani et Miller en 1958, qui met en relation la structure financière de l'entreprise, ou encore la structure du capital, et la valeur de l'entreprise. Alors, ces deux chercheurs-là ont conclu que dans un monde parfait, la valeur de l'entreprise est indépendante des proportions de dettes et de fonds propres. Autrement dit, la valeur de l'entreprise est indépendante de sa structure du capital. Alors, dans un monde parfait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un monde où il n'y a pas de coût de faillite, il n'y a pas d'asymétrie d'information entre les investisseurs et il n'y a pas de fiscalité. Il n'y a pas de fiscalité, autrement dit, il n'y a pas d'impôt. Donc, on est dans un monde où il n'y a pas d'impôt. La valeur de l'entreprise, qui est égale à la dette plus fonds propres, quelle que soit la proportion de dette et de fonds propres. Ici, quand on parle de proportion, vous voyez cette ligne qui est ici, quand elle bouge, quelle que soit où elle se situe, la valeur de l'entreprise demeure le même. Donc, qu'on a 60% fonds propres, 40% dette ou 50% fonds propres, 50% dette, la valeur de l'entreprise reste le même. Remarquez bien que si on part de ce théorème-là, de cette conclusion-là, si l'entreprise est non endettée, donc vous avez 100% de fonds propres, la valeur de l'entreprise reste le même. Et donc, on va à la conclusion suivante. La valeur de l'entreprise endettée VE égale à la valeur de l'entreprise non endettée. Donc, les fonds propres peuvent être nuls. Donc, toutes les activités de l'entreprise sont financées par les dettes, ou bien les dettes égales à zéro, donc la valeur de l'entreprise égale aux fonds propres. Donc, la valeur de l'entreprise, VE, la valeur de l'entreprise endettée égale à la valeur de l'entreprise non endettée. Donc, dans un monde parfait, la proposition 1 de Modigliani et Miller stipule que la valeur de l'entreprise endettée égale à la valeur de l'entreprise non endettée. Pourquoi? Parce que cette valeur est indépendante des proportions de fonds propres et de dettes.
La deuxième proportion de Modigliani et Miller traite en fait du coût du capital. Alors, vous avez le coût du capital. Donc, vous avez KE ici, c'est le coût des fonds propres, qui est aussi le taux de rendement exigé par les actionnaires. De l'entreprise endettée, KE, c'est le coût des fonds propres de l'entreprise endettée, est égal à quoi? Est égal au coût des fonds propres de l'entreprise non endettée, plus le coût des fonds propres de l'entreprise non endettée, moins le coût de la dette, fois dette sur fonds propres. Donc, en fait, ici, le coût des fonds propres de l'entreprise endettée est égal au coût des fonds propres de l'entreprise non endettée plus une prime de risque. OK? Plus une prime de risque qui est fonction de la dette. Donc, plus le montant de la dette augmente, ici, plus le coût des fonds propres de l'entreprise endettée augmente. OK? Donc là, c'est comme l'endettement engendre plus de risques à l'entreprise, ce qui fait augmenter le coût des fonds propres de l'entreprise, le coût du capital action. Donc, les actionnaires vont exiger plus de rendement suite à une augmentation de l'endettement de l'entreprise, et ça c'est normal parce que le risque financier augmente. Donc vous voyez ici que le signe ici est positif. Donc quand vous augmentez la dette, KE augmente. Donc quand vous augmentez la proportion de la dette par rapport aux fonds propres, le coût des fonds propres augmente. OK? Donc, c'est une relation ici à retenir pour calculer le coût des fonds propres de l'entreprise endettée. Alors, jusqu'ici, on a parlé des propositions 1 et 2 de Modigliani et Miller dans un monde parfait, sans impôts, sans taxes. Si on passe maintenant à un monde où il y a de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt corporatif, alors la proportion 1 de Miller change. Donc ici, la valeur d'une entreprise endettée égale à la valeur d'une entreprise non endettée plus l'avantage fiscal de la dette. Alors, c'est quoi l'avantage fiscal de la dette? Si vous avez ici l'état des résultats, donc vous avez ici les revenus moins les dépenses est égal au bénéfice avant intérêts et impôts. Si l'entreprise est endettée, donc on va ça fonctionne pas ici. Donc on va enlever les intérêts. Donc on a ici bénéfice fonctionne mal ici, donc intérêt. On trouve ici le bénéfice avant impôt, parce qu'on a déjà enlevé les intérêts. Moins impôt égale au bénéfice net. OK? Donc, vous avez les revenus moins les dépenses égale au bénéfice avant intérêt et impôt. On enlève les intérêts, on a le bénéfice avant impôt. On enlève l'impôt,
on arrive au bénéfice net. Alors, quand l'entreprise s'endette, donc, quand l'entreprise s'endette, donc dette augmente, qu'est-ce qui arrive? Les intérêts augmentent. Quand les intérêts augmentent, le bénéfice avant intérêt, les bénéfices avant impôt va diminuer, et donc l'impôt va diminuer ici. OK? Et donc le bénéfice net va augmenter. OK? Donc, je récapitule. C'est quoi l'avantage fiscal de la dette? Donc, quand vous endettez, vous payez des intérêts. Quand vous payez des intérêts, la base du revenu imposable baisse. OK? Et si la base bénéfice avant impôt baisse, les impôts vont baisser. Pourquoi? Parce que si votre taux d'imposition est de, disons, 30%, comment vous calculez l'impôt? Vous multipliez 30% par cette base imposable, par le revenu imposable qui est le bénéfice avant impôt. Donc l'impôt baisse, le bénéfice net augmente. Donc là, l'avantage fiscal de la dette, c'est que plus vous vous endettez, plus vous payez moins d'impôts et plus votre bénéfice net augmente. OK? Alors, comment calculer l'avantage fiscal de la dette? C'est le taux d'imposition fois le montant de la dette, c'est l'avantage fiscal de la dette. OK? Parce que en fait, vous diminuez l'impôt par ce montant-là, le taux d'imposition fois le montant de la dette. OK? Alors, comment calculer la valeur d'une entreprise non endettée? Vous prenez le bénéfice avant intérêt et impôt, fois 1 moins le taux d'imposition sur le coût des fonds propres de l'entreprise non endettée. Vous trouvez la valeur d'une entreprise non endettée. Donc, la proposition 1 de Modigliani et Miller, en présence d'impôts, nous dit que la valeur d'une entreprise endettée égale à la valeur d'une entreprise non endettée plus l'avantage fiscal de la dette. Ça fonctionne mal. Ok, prenons cet exemple-là. Soit ABC une entreprise non endettée. Supposons que le taux d'imposition est de 30% et que le taux de rendement requis sur les fonds propres d'une entreprise non endettée est de 10%. On doit calculer la valeur de l'entreprise si elle contracte une dette de 20 000 $ au taux de 3%. On suppose aussi que cette dette lui permettra de réaliser un bénéfice avant charges financières et impôts de 5 000 $. Donc, le bénéfice avant charges financières et impôts, c'est le BAII qui est de 5 000 $. Donc, on est capable ici d'appliquer la formule. La valeur de l'entreprise endettée égale à la valeur de l'entreprise non endettée qu'on détermine ici par ces valeurs qui sont là, ok, plus l'avantage fiscal de la dette, c'est la dette fois le taux d'imposition qui est de 30%. Donc, la valeur de l'entreprise endettée est égale à 41 000 $. Alors, à partir de ce montant, on est capable d'aller chercher le montant des fonds propres. Donc, la valeur de l'entreprise endettée, c'est égal à quoi? C'est égal à dette plus fonds propres. Donc, les fonds propres est égal à la valeur de l'entreprise endettée moins la valeur de la dette. Donc, c'est 41 000 $ moins les dettes de 20 000 $,
vous allez trouver que les fonds propres est égal à 21 000 dollars. Donc, c'est une application directe de cette formule. Alors, c'est quoi les limites de la dette et les coûts associés à l'endettement? On parle principalement dans la littérature du coût de faillite et du coût d'agence. Alors, le coût de faillite, c'est quoi? Les coûts de faillite, c'est lorsque l'entreprise fait faillite, c'est quoi les coûts qui seront engendrés par cette faillite? Alors, on parle ici de principalement les frais légaux, tout ce qui est judiciaire, là, quand l'entreprise fait faillite, c'est qu'il y a des frais d'avocat, des frais administratifs, les frais légaux. On parle aussi des pertes de vente d'actifs dans un contexte de stress financier. Donc, quand l'entreprise rencontre des difficultés financières et elle met ses actifs en vente, elle ne va pas nécessairement les vendre à leur juste valeur. Donc, elle va très probablement réaliser des pertes de ces ventes-là parce qu'elle les vend dans une période de stress financier ou de difficultés financières. Ça aussi, ça rentre dans le coût de faillite. Alors, les coûts d'agence qui sont liés à la dette, en fait, ce sont les coûts qui sont engendrés par les conflits qui apparaissent entre les actionnaires et les créanciers de l'entreprise. Okay? Les créanciers de l'entreprise, ce sont les institutions les institutions financières ou non financières qui ont octroyé de la dette à l'entreprise. Alors, ces coûts qui sont liés à ces conflits apparaissent quand les créanciers mettent par exemple des limites à l'utilisation de leur capital quand ils pensent que la direction ou le management de l'entreprise va favoriser les actionnaires de l'entreprise au lieu des créanciers. C'est là où les conflits peuvent apparaître entre les actionnaires et les créanciers. Théorie des préférences ordonnées de Myers et Malouf. Lorsqu'il y a une asymétrie d'informations entre les dirigeants de l'entreprise et les investisseurs, la dette est vue comme un signal positif par ces investisseurs. Pourquoi? Parce que si l'entreprise s'endette, si les dirigeants s'engagent dans un endettement, c'est pour généralement financer la croissance de l'entreprise et ses opérations. Donc, l'entreprise est vue comme une entreprise solvable par les créanciers. C'est pourquoi ils lui octroient de la dette, ils lui octroient de l'endettement. Et donc, ça, c'est comme un signal positif pour les investisseurs de l'entreprise. Alors, la deuxième chose, c'est que les dirigeants de l'entreprise s'endettent selon des préférences, selon un ordre ordonné, sinon selon un ordre hiérarchique. Autrement dit, ils vont choisir en premier lieu les fonds internes de l'entreprise, l'autofinancement. En deuxième lieu, ils vont choisir l'endettement et en dernier recours, en troisième lieu, l'émission des actions. Alors, pourquoi cet ordre hiérarchique dans les préférences? Généralement, c'est en suivant le coût de financement. Vous remarquez que les fonds internes sont la source de financement la moins chère, c'est l'autofinancement, c'est la moins chère, puis la dette qui est plus chère que l'autofinancement et l'émission des actions qui est plus chère que l'endettement. C'est pourquoi l'émission d'actions est le financement du dernier recours. Et généralement, les dirigeants de l'entreprise choisiront l'émission d'actions que si celles-ci sont surévaluées sur le marché. Autrement dit, disons que la juste valeur, par exemple, de l'action est de 10 dollars. Seulement cette action est transigée sur le marché à 12
ou 13 ou 14 dollars, peu importe, mais c'est supérieur à la juste valeur de 10 dollars. Donc, les dirigeants vont choisir l'émission d'actions parce qu'ils vont récolter plus d'argent qu'il fallait, ok, ou qu'ils devraient récolter parce que l'action est surévaluée sur le marché. Dans la pratique, en fait, le choix d'une structure financière cible ou optimale ne suit aucune théorie. En fait, dans la pratique, il va regarder la structure financière des entreprises concurrentes ou des entreprises du secteur. Si les entreprises du secteur ont une moyenne de 40% d'endettement, ben là, ce 40% devient la cible pour l'entreprise en question. Donc, c'est plus, ils regardent ce qui se passe sur le marché dans leur secteur que se référer à une quelconque théorie. Merci.